Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui nous allons étudier un petit peu comment marchent les codeurs incrémentaux qui sont utilisés pour le robot. Donc je rappelle qu'on a deux codeurs incrémentaux correspondant au moteur, un pour le moteur gauche, un pour le moteur droit, et que c'est un composant fondamental de notre architecture puisque c'est grâce à ces codeurs incrémentaux qu'on est capable de connaître la position à chaque instant de notre roue. Comment marche globalement un codeur incrémental? C'est un disque en fait qui est percé de trous et on met une fourche optique. Une fourche optique, donc c'est une diode et une photodiode qui sont placées l'une devant l'autre, et lorsque la roue qui est percée tourne, eh bien cela donne une information. Soit le signal passe, à ce moment-là on a une information à l'état haut, soit le signal ne passe pas, on a une information à l'état bas. Comme la roue peut tourner dans les deux sens, il nous faut en fait combiner deux informations. Donc ces deux informations sont notées canal A et canal B. En fait, il s'agit de deux petits disques en fait qui sont légèrement décalés, et ce qui donne un signal qu'on dit en quadrature de phase, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais les deux signaux n'évoluent jamais en même temps, il y a toujours un léger décalage, et en analysant ce décalage on arrive à savoir si on va en avant ou en arrière. Une autre chose importante, c'est que on ne l'utilise pas dans notre robot, mais c'est que dans la plupart des codeurs incrémentaux, il y a un index qui en fait est ici et qui est capable de nous dire à chaque tour de roue qu'il a atteint sa position. Donc ça peut être très pratique dans le cas où on veut vérifier que on est bien en phase avec les deux autres informations. Alors, comment marche l'analyse de la quadrature de phase? Donc on voit ici que dans le cas où on va vers l'avant, eh bien on a le signal A et le signal B. On voit que le signal A monte avant le signal B. Donc au niveau de l'analyse du programme, on a une règle qui dit que si l'état B est en 0 et que l'état A monte, à ce moment-là on incrémente. Ensuite on continue. Là on voit que l'état B monte alors que l'état A est déjà en haut. Pareil, on incrémente, c'est une règle. Ensuite on voit que l'état du canal A passe à 0, mais là dans ce cas-là il passe à 0 alors que B est en haut. Donc dans ce cas-là également on augmente. Alors donc on continue à analyser. Évidemment la fréquence d'échantillonnage qui doit être utilisée doit être supérieure à chaque changement, puisque sinon le risque c'est que, imaginez si vous suivez ma souris, qu'on analyse ici puis qu'on analyse après ici, on paume l'ensemble des informations qui sont au milieu. Évidemment on n'est plus du tout au courant de la position de la roue. Alors si on examine le cas où on va en arrière, eh bien on voit que c'est le cas strictement inverse, c'est-à-dire que par exemple ici vous allez aller en arrière, c'est-à-dire que l'état B l'état A était en haut et l'état B chute. Vous voyez que c'est l'inverse, alors que ici on allait vers l'avant, c'était l'état B chutait, mais par contre l'état A était en bas. Donc en fait, quand on analyse l'ensemble des cas, il y a 8 cas possibles, et ces 8 cas sont déterminés en fait par les combinaisons 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Il y en a même, voilà, il y a donc bien 8 cas. Il y a donc quelque chose d'important pour revenir à l'histoire de la fréquence d'échantillonnage, c'est que lorsqu'on fait la théorie de l'information, on s'aperçoit en fait qu'il faut échantillonner à 2 fois la fréquence on veut étudier. Alors, il faut bien qu'on s'entende sur quelle est la fréquence qu'on analyse en fait. Dans un codeur incrémental, le signal est périodique. On voit que ici, on part de l'état A qui est à 0, on monte, on descend ici, et on revient à l'état bas. Ça forme un cycle. Lorsque les codeurs incrémentaux, on lit la documentation des codeurs incrémentaux, on a une information sur la fréquence qui est donc
ceux qu'on utilise, ils sont à 500 pas, c'est-à-dire qu'en réalité on a 500 fois ce mouvement lorsqu'on fait un tour. Alors on pourrait ne s'intéresser au changement que tous les cycles, mais pour obtenir une information plus importante, on va analyser plus souvent le signal et on va examiner chaque transition et non pas uniquement la montée de A. On va analyser à la fois la montée et la descente de A. Donc en faisant ça, donc en ayant eu les 8 cas, on arrive à 2000 impulsions, puisqu'on est en quadrature, donc c'est-à-dire 4. Donc on a 4 informations pour un pas. Alors, il y a des petites subtilités quant au décodage qui ne sont pas forcément mis en œuvre dans le PIC aujourd'hui. Lorsqu'on a des codeurs très propres, on n'a pas de problème, c'est-à-dire qu'on est sûr que lorsque c'est la Tao que c'est correct, mais par contre pour certains codeurs qui sont un peu bon marché, on utilise des filtres digitaux. Et alors l'intérêt de ce filtre, c'est d'éliminer les parasites. Admettons qu'on soit sur une information sur le canal A ou le canal B, et bien à un moment donné, on a par exemple un petit pic ici qui apparaît, mais qui n'est pas significatif. Et bien si on échantillonne très très souvent, on va considérer que le signal n'est vraiment passé à 1 ou à 0 uniquement quand on aura vérifié 3 fois la même condition. Donc ici, on voit que 3 fois on échantillonne et que 3 fois le signal est à 1. Donc le système va considérer que c'est bien à 1. Et il va considérer que c'est à 1 alors que l'autre est à une autre valeur. Il va incrémenter ou décrémenter la valeur. Donc on voit ici, ça c'est le signal brut, et ça c'est le filtre, où on voit que l'état passe à 1, donc ici on passe à 1. Par contre là on a un léger pic, et bien le filtre ne va pas en tenir compte parce que il considère qu'il n'y a pas 3 fois la même information. Donc ça c'est des choses qui sont utilisées dans des circuits spécialisés. Dans les pics qu'on utilise, on n'a pas ce souci là. Donc on va passer sur juste pour voir un petit peu comment on voit cette information au niveau du robot.